Bonjour, chers parents engagés. Aujourd'hui, j'ai un invité très, très spécial à vous présenter. Donc, c'est Dr. Paul Simard, psychologue, spécialisé en thérapie de couple et spécialisé en psychodrame. Donc, bienvenue. Je suis vraiment contente et honorée, vraiment touchée que tu aies accepté mon invitation. Merci de m'inviter. Aujourd'hui, j'aimerais ça, si c'est possible, qu'on parle d'un sujet qui, trop souvent, des parents arrivent avec une impasse quand ils viennent me consulter, puis certainement que tu dois vivre toi aussi la même chose. Souvent, j'ai des gens qui viennent me consulter avec le questionnement à dire « Est-ce que je devrais me séparer? » Ça m'arrive tellement souvent. Beaucoup de gens arrivent dans cet état de détresse-là, parce que ça peut créer un état de détresse, hein? Oui. Puis, souvent, les gens sont pris dans un questionnement à savoir qu'est-ce qui devrait m'indiquer qu'on est prêt, que je suis rendu à me séparer, ou qu'est-ce qui devrait m'indiquer que je devrais rester avec mon conjoint, ma conjointe. Oui. Donc, est-ce que tu aurais des questionnements, des pistes que tu pourrais partager aux gens pour que vraiment ils puissent avoir, qu'ils puissent être guidés du moins dans leur prise de décision? Oui. Mais lorsque les gens sont en questionnement, mais qui persistent encore à mettre toute leur attention sur le partenaire en disant « Est-ce que je dois me séparer de cette personne-là ou est-ce que je dois partir? » C'est qu'ils donnent encore beaucoup d'importance ou beaucoup de crédit à la personne, puis souvent, ils ne s'en donnent pas assez à eux-mêmes. Donc, simplement le fait de faire un partage de leur attention pour prendre le temps, non pas seulement de dire « Est-ce que je me sépare de l'autre? » mais comment je me relie à moi-même? Qu'est-ce que je veux rechercher à travers peut-être cette séparation-là? Ou cette idée de séparation-là est supposée de m'amener où? À me sentir comment? Et ensuite, lorsqu'on peut partager puis se donner un peu d'attention à soi-même, bien, ça va être important de faire des tests de réalité. Des tests bien concrets, c'est-à-dire d'offrir ce qu'on a de meilleur à l'autre partenaire, de clarifier les choses, parfois de confronter l'autre, mais de tirer une mesure de ça. De dire, quand j'offre le meilleur de moi-même à l'autre, qu'est-ce qui me revient? Est-ce que l'autre, il prend soin de moi aussi? Ou est-ce qu'il garde tout ce que j'y donne, puis moi, je me retrouve appauvri par la relation de couple? Est-ce que tu pourrais me donner un exemple pour être certain que les gens comprennent bien ce que tu veux dire? Mais si je vais porter les enfants à la garderie, si je fais à souper, que je fais le ménage, que je sors les poubelles, que je fais le lavage, que je fais attention à mon conjoint, que j'y fais des petits massages, que j'y fais couler un bain, puis qu'il n'y arrive jamais rien en échange. Que l'autre personne prend ça pour acquis puis devient un enfant supplémentaire dans le couple. Bien, ça, c'est un test de réalité. La personne qui s'occupe d'elle-même devrait être en mesure de tirer une conclusion, de dire « il me revient jamais rien ». Mais si la personne est en hémorragie de gentillesse puis qu'elle donne tout à l'autre, bien, ça se peut qu'elle ne prenne pas cette mesure-là. Puis qu'elle se sépare seulement lorsqu'elle va être épuisée, à bout, finie. Puis là, elle va être brûlée, peut-être même en dépression, en arrêt de travail. Tellement. Mais si on ne veut pas se rendre jusque-là, il faut savoir prendre une mesure intérieure aussi. Qu'est-ce que ça goûte pour moi dans cette relation-là? Parce qu'une relation, ça devrait circuler. Hein? Et s'il n'y a pas une réciprocité, un échange qui est fait dans la dynamique de couple, bien là, je ne suis qu'un pourvoyeur, puis là, je vais m'épuiser. Absolument. Les gens ne prennent pas ces mesures-là. Les gens font par amour des choses, puis ils disent, bien, je suis de bonne foi, ou on a décidé ça ensemble, qu'on allait... Par amour, mais j'observe aussi que des fois, j'entends des gens qui vont me dire que c'est lourd de prendre la décision, la culpabilité, de dire c'est moi qui va être l'investigateur, qui va initier l'éclatement de la famille. Il y a beaucoup de gens que j'entends que ça les paralyse. Il y a un phénomène scientifique qui s'appelle l'aversion à la perte, qui est très bien connu, dans lequel ça illustre le fait qu'il y a un immense coût à prendre la décision de se séparer. Parce que là, on va être la personne pas fine, la personne qui chamboule le climat. Là, tout d'un coup, si je quitte ou que je brise le climat familial, bien, peut-être aussi ça sera plus dans la grosse maison qu'on avait convenue ensemble, ou ça va engendrer des coûts financiers supplémentaires. Tellement. Donc, l'aversion à la perte, au coût, c'est très, très, très difficile. Puis ça peut même maintenir des gens dans la paralysie dans un couple qui ne les satisfont pas du tout, là, qui ne sont pas faits pour eux. Et parce qu'ils ont peur de perdre, ils s'enlisent dans le couple. Tellement. Mais le couple ne devrait pas être une prison. C'est pas le couple à tout prix. Parfois, le célibat, c'est très santé. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par le célibat très santé? C'est qu'il y a des personnes qui, à travers le célibat, vont pouvoir redéfinir quelles sont leurs valeurs parce qu'il n'y a plus l'autre personne à côté chez qui déverser leur attention. Mettons des personnes qui sont très, très gentilles, qui vont avoir tendance, aussitôt qu'ils sont avec quelqu'un, de tout offrir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais pour pouvoir se centrer sur eux, parfois, ça fait bien une période de célibat.
pas que c'est mauvais de rencontrer d'autres personnes, mais parfois, c'est des patterns qui glissent. On glisse vers tout offrir à l'autre quand il est proche. Donc, un temps de célibat peut parfois marquer une prise de possession de notre propre état d'être. Absolument, absolument. Et ça se fait rapidement, ça. On n'est pas obligé de faire des thérapies de couple ou des thérapies personnelles pendant des mois ou des années pour toucher aux nervures émotionnelles puis au fait pour dire comment je partage mon attention entre l'autre et moi-même. Il est où l'équilibre? OK. Puis quand il y a vraiment un déséquilibre, c'est là que finalement les gens peuvent être rassurés ou du moins orientés quant à leur prise de décision. Oui, puis moi j'aime bien expliquer aux gens que c'est normal que ça fasse mal, une séparation. Et tellement. Ben oui. Il y a des gens qui disent, ben, si c'est moi qui décide, ça ne devrait pas faire mal, je devrais me faire à l'idée. Mais c'est très difficile. Oui, je partage exactement la même opinion que toi. Je pense qu'effectivement, peu importe le pôle, il y a des pertes. Oui. Il y a des pertes, peu importe le pôle, effectivement. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux l'annoncer aussi, si vous avez à l'annoncer, non pas par surprise, mais en préparant le terrain. Parce que les recherches sur les gens qui se font annoncer par surprise une rupture alors que ça n'a jamais été discuté, ça dégage dans le cerveau là, ça fait allumer dans le cerveau des structures de douleur aussi intenses qu'un choc frontal de voiture à 50 km/h. Là. Bang! Ça fait beaucoup de douleur, ça, au corps. Là. Bien, un choc de rupture émotionnelle dans lequel on se déconnecte ou on brise la relation, ça fait un immense impact de douleur dans le cerveau. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui vont vivre une détresse épouvantable. En particulier les hommes dans la cinquantaine, qui sont une tranche d'âge extrêmement fragile pour la détresse psychologique des ruptures. 50 à 54, c'est l'âge au Québec de la plus grande fragilité pour les hommes. Puis est-ce qu'on retrouve aussi des catégories d'âge chez la femme aussi, où est-ce que la détresse est plus intense? Non, ça se trouve être chez les hommes, les facteurs de stress avec des périodes de... Mais chez les femmes, c'est pas nécessairement le même phénomène ne s'observe pas de la même façon. Exact. OK. Des fois, il y a des gens qui se questionnent, que du moins qui viennent me voir, est-ce que je suis mûre pour la thérapie de couple ou vraiment la séparation? Moi, j'essaie d'évaluer le problème de couple. Est-ce qu'il exprime des tensions individuelles qui rejaillissent sur le couple ou est-ce que c'est le couple qui pose problème, qui crée des problèmes aux individus? Parce que ça se peut très bien qu'il y ait deux personnes qui ont des problèmes ou qu'il y en ait juste un des deux qui a des problèmes puis que ça fait très souffrir le couple. Alors que si c'est un couple qui est dysfonctionnel à la base, dans lequel il n'y a pas de complémentarité, qu'il y a une différence, un écart, un décalage entre les personnes qui est insurmontable puis insoutenable pour les gens, bien là, c'est peut-être un problème de couple. Peux-tu me donner des exemples quand tu parles de couple dysfonctionnel? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, je vais prendre l'exemple sur un des sujets de décalage très fréquents. Ça pourrait être le ménage, tout comme ça pourrait être le désir sexuel. Si je prends l'exemple du désir sexuel, il y a une personne qui en veut à tous les jours, puis l'autre personne qui en veut peut-être une fois par 3 mois. On ne peut pas faire une négociation moitié-moitié, 50-50 dans ce genre de sujet-là. Parce qu'il va y avoir une personne, on va faire l'amour une fois par semaine, il va y en avoir un qui va être frustré, pareil, puis il va y avoir l'autre qui va se sentir abusé sexuellement de temps en temps. Donc, on ne peut pas négocier dans l'intimité avec l'autre. Ce qu'il faut négocier, c'est avec ma compréhension empathique de l'autre. Donc, il faut que je tourne mon regard à l'intérieur de moi sur qu'est-ce que j'ai compris des besoins de l'autre. Puis si les besoins de l'autre me semblent insoutenables ou vraiment inadéquats, je ne peux pas être empathique envers l'autre puis m'avancer vers l'intimité avec l'autre personne. Des fois, c'est 1% de différence entre les gens, mais c'est un 1% qui est inacceptable. Si pour moi, la violence envers un enfant, c'est inacceptable, même si le conjoint est 99% parfait, ça se peut que le 1% intolérable parce qu'il y a eu de la violence envers un enfant, ça soit fini. Et pour ça, il faut faire des tests de réalité. On fait un test en offrant ce qu'on a de meilleur à l'autre personne, avec la conscience qu'il faut que je m'attende d'avoir un retour de l'autre personne. Si l'autre personne garde le contrôle alors que je lui donne de l'amour, que je lui donne de l'attention, puis qu'elle sente tout ça sur elle, bien, peut-être que là, il va falloir que je comprenne que ce n'est pas une bonne relation, que ce n'est pas sain. Parce qu'une relation saine de couple, c'est une relation dans laquelle le pouvoir circule. Parfois, ça va être un qui va décider, parfois, ça va être l'autre. Mais ça ne sera pas une rencontre à 50% dans le milieu, avec des sacrifices. Là. Puis si on fait un sacrifice, c'est très sanglant, ça, un sacrifice. Absolument. Donc moi, je ne privilégie pas du tout le sacrifice dans le cadre conjugal, la négociation non plus. Je privilégie plutôt l'alternance du pouvoir. Excellent. Pour dire intérieurement, qu'est-ce que j'ai compris des besoins de l'autre? C'est important pour lui de faire telle activité un soir. Bon, ben, vas-y, mon chéri. Puis si on est dans une dynamique de respect, bien, ça va revenir dans pas trop long. Pour dire, je le sais que cette personne-là, c'est important pour elle que le ménage soit fait, je vais faire du ménage parce que je sais que c'est important pour l'autre. Puis là, il y a une circulation du pouvoir.
Et Yvon Dallaire qui utilise une belle analogie là, qui me semble très claire pour illustrer ça. C'est celle d'un échiquier, vous savez, un quadrillé là, en noir et blanc, dans lequel il y aurait d'un côté un partenaire qui joue aux échecs, puis de l'autre côté une personne qui joue aux dames. Okay. Puis là, les deux personnes s'obstinent à savoir c'est quoi les règles sur le mouvement des pièces. Mais même s'ils ont raison, chacun de leur bord, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est pas dans la raison. Il faut qu'il y en ait un des deux qui soit frustré, qui tasse son jeu de dames, qui s'intéresse au jeu d'échecs de l'autre, puis là, on joue ensemble aux échecs. Puis un moment donné, on va faire ça, mais il faut que l'autre mette de côté son jeu d'échecs puis qu'il joue aux dames aussi. Absolument. Puis c'est ça l'alternance du pouvoir dans le couple. C'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Ouais, quelle belle image. Donc, écoute, merci beaucoup. Je trouve que vraiment, c'est rafraîchissant d'entendre. Je trouve que tu amènes des concepts, des façons de voir que je suis convaincue vont faire une différence chez les gens qui sont en train de nous écouter. Fait que, merci infiniment, Paul. Donc, ça fait plaisir. Et si les gens veulent se joindre à des groupes de couples et qui sont intéressés, moi j'offre des ateliers avec des groupes de couples restreints dans lesquels on va pratiquer ces méthodes-là d'action bien concrètes pour développer des habiletés de gestion. Puis comment on fait ça, des tests de réalité, de manière bien concrète. Donc, ils pourront me joindre. Fait que dans le fond, tu es en train de dire que quand les gens s'aperçoivent que leur couple peut survivre, le service que tu offres, c'est tout approprié pour les aider à consolider ou à travailler ou à changer un peu la dynamique. Et ils peuvent consulter également en couple parental et non pas seulement en couple d'amoureux. Moi, j'ai des couples qui viennent me consulter qui ne sont plus amoureux l'un de l'autre. Ils sont même en couple amoureux avec d'autres personnes. Mais ils viennent consulter ensemble en couple parce qu'ils veulent être des bons parents ensemble. Donc, merci infiniment. Donc, c'est vraiment intéressant tout ce que tu offres comme service, puis je suis sûre que ça doit faire une différence significative dans la vie des gens. Vraiment, merci beaucoup, Paul. Ça me fait plaisir. Donc, j'espère que ce contenu-là a pu répondre à vos questions. Et puis, bien, je vous dis à bientôt.